Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, rebonjour. Nous sommes à la deuxième partie de notre émission de ce jour. Nous sommes le 3 octobre 2013. Nous sommes dans l'enceinte du ministère de Finances. Vous savez ce qu'on appelle le grand paquebot. Le grand paquebot, pourquoi? Parce que ces deux pieds sont complètement plantés dans la Seine. Et là, donc, nous sommes pratiquement devant qu'on appelle le front de Seine. Nous allons passer cet après-midi avec des experts venant de la zone franc, ce qu'on appelle la zone où la France a une certaine notoriété économique. Nous allons aborder pas mal de sujets. Le premier sujet que nous allons aborder, nous allons comprendre comment ça fonctionne l'Afrique économique. Alors, donc nous avons l'UEMOA, nous avons la CEMAC, nous avons la COMESA, nous avons la CEDEAO, nous avons la SADC, nous avons la UMA. Donc, l'ensemble de ces 6 organisations économiques, aujourd'hui, elles peinent en fait à aller de l'avant, suite bien sûr au problème de l'inflation, au problème de l'économie, le problème qui touche aussi également les États-Unis, ce qu'on vient de voir avec le Congrès qui n'a pas voté le budget américain. Alors, il y aura l'évolution de l'économie dans le monde de l'Afrique et la prévision 2013, l'évolution des cours des principaux matières premières. Ça sera abordé. Activité économique, l'inflation, les finances publiques, la balance de paiement, les dettes extérieures, l'intégration régionale, les perspectives pour 2013. Voilà les sujets qui seront abordés aujourd'hui ici, dans cette immense ville économique. Je ne savais pas, je ne voyais pas Bercy de cette ampleur, de cette grandeur. Donc nous avons bien sûr un endroit fabuleux. Aujourd'hui, l'économie est en panne. Rien ne marche, rien ne va plus. On voit des entreprises qui ferment en cascade. On voit de banqueroutes par-ci, par-là. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec le subprime. On voit également avec JP Morgan. On voit avec des grosses banques qui déposent les bilans. La situation est assez difficile. Alors, concernant bien entendu la zone franc, il y a un rapport annuel 2012 qui a été élaboré, un rapport qui est bien sûr bien détaillé. Vous verrez à travers ces rapports, il y a un nom qui n'est pas inconnu au grand public, Marc-Olivier Strauss-Kahn. Il me semblerait que ce soit bien entendu le fils de Dominique Strauss-Kahn, qui est le directeur général des études et des relations internationales de Banque de France. Alors, pour vous dire que on dit toujours tel père, tel fils en termes économiques, donc nous avons ici en France, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, M. Strauss-Kahn est un brillant économiste et son fils, bien entendu, a emboîté les pas sur ses chemins. Alors, donc, nous allons aborder le cas de la zone franc, qui est la zone qui est composée de pas mal de pays africains. On va aller vers les Comores, on va retrouver aussi la zone franc, on va aller vers l'île Maurice. C'est vraiment étendu. Alors, en accord avec d'autres zones qu'on peut retrouver l'UEMOA, on trouve la CEMAC, on trouve la COMESA, on trouve également la CEDEAO, la SADC et bien sûr l'UMA. Donc ça, c'est les communautés économiques qui permettent en fait à la grande Afrique de 54 nations d'aller vers son émergence, son émancipation et son indépendance économique. Vous savez, le franc CFA, d'aucuns pourront dire
une monnaie coloniale ou néocolonialiste, mais on peut admettre cette chose à la lumière de ce qui s'est passé avec le Premier ministre Balladur, avec sa dévaluation. On peut dire aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest est légèrement stabilisée grâce aussi à cette monnaie. Bon, d'autres économistes pourront dire qu'il faut que l'Afrique se libère avec leur monnaie, avec monnaie africaine, qui va leur permettre, bien entendu, de vaguer, de voguer à leur guise, sans savoir, bien sûr, le contrôle, ce qu'on dit, ce qui est marqué ici, de la Banque de France. Voilà, donc nous allons assister à cette brillante, excellente, intéressante conférence de presse dans une demi-heure. Merci. Monsieur Freddy Moulongo, ravi de te voir ici, bien sûr, à Bercy. À Bercy, c'est un grand paquebot, hein, où le pied se trouve dans la Seine même, quoi. Pourquoi on le surnomme paquebot? Parce qu'on voit que c'est une petite ville dans une ville. Hein. Ah oui, Bercy, c'est vraiment la ville dans la ville. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de 4 ministères qui sont implantés ici. Vous savez que les fonctionnaires de Bercy peuvent rester 24 heures sur 24 sans sortir dehors et continuer et à manger et à travailler tranquillement. Ils ont la poste, ils ont tout, ils ont tous les services. Ils ont tous les services. Alors maintenant, nous sommes ici, nous sommes le 3 octobre 2013. Il y a la zone franc, tant décriée bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette conférence d'aujourd'hui? Oui, mais Roger, d'abord je voulais te remercier, te féliciter aussi parce que nous sommes les seuls 2 journalistes africains, en tout cas de la République démocratique du Congo, à être invités à cette manifestation. C'est pour montrer que le travail qu'on a fait depuis quelques années continue à produire ses fruits et dire aussi que ce n'est pas par hasard qu'on est là. Si on est ici à Bercy, c'est parce qu'il y a une référence, il y a un travail qui a été pris en compte et surtout que nous gardons toujours notre liberté de ton, hein, de dire des choses, même si cela ne plaît pas, mais la France étant la France, on ne nous vire pas, on ne nous jette pas les pierres et tout ça. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est cette rencontre, notamment ici à Bercy, qui touche sur les francs CFA. Alors, je vais vous donner quand même un aperçu pour dire que ces rapports ici que vous voyez, les rapports 2012, rapport annuel de la zone franc, a été publié par la Banque de France, dont les directeurs, je ne sais pas si vous voulez dire, dont les directeurs n'est autre que Marc-Olivier Strauss-Kahn. Ça veut dire que c'est le fils de Strauss-Kahn qui est le responsable de ces rapports, pour dire que peut-être la famille est très ancrée dans tout ce qui est finance. Hein. C'est quand même des grandes têtes, hein, qui réfléchissent. Alors nous, bon, c'est pas tellement, on ne va pas parler trop des personnes, mais c'est surtout par rapport aux zones francs. Vous savez, Roger, qu'il y a une bonne partie de l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, où les pays sont encore dans la zone franc. Or, à l'époque, il y avait une parité entre les francs français et les francs CFA. Et il s'avère que la France a délaissé ses colonies. La France est entrée dans l'Union européenne avec l'euro, mais ces pays africains continuent à demeurer dans la zone franc, comme à l'époque un peu coloniale, etc. etc. Alors, la vraie question avec cette rencontre, cette conférence ici à Bercy... C'est extraordinaire. Il y a plus de 120 pays. Ah oui, donc... en tout cas, on est là pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que cette parité existe encore? Est-ce que c'est toujours la Banque de France qui gère l'argent des pays africains? En tout cas, on a beaucoup de questions à poser. Alors, le franc CFA est fabriqué à Clermont-Ferrand. Est-ce que vous êtes bien au courant de cela, d'ailleurs? C'est une information que vous m'apprenez. Donc, le franc CFA est fabriqué à Clermont-Ferrand, donc dans les centres de la France. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, les pays africains doivent négocier avec la France pour voir quelle évolution ils peuvent avoir pour, si possible, s'ils veulent demeurer dans la zone de franc CFA, comment ça se passe, et si ils veulent en sortir, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je crois que nous sommes dans une rencontre assez exceptionnelle.
c'est vraiment l'avenir du franc CFA qui se joue ici, à Paris-Bercy, dans ces grands paquebots qui a ses pieds dans la Seine. Dans la Seine. Merci Freddy. Et en tout cas, on vous voit partout, là où vous parlez dans l'oreille du Premier ministre. Et en parlant dans l'oreille du Premier ministre, vous êtes à Bercy. Moi, je me demande, je suis un peu jaloux de vous. Hein. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je crois que nous sommes complémentaires, Roger. On est très solidaires. On a gardé la fougue par rapport à ce que nous faisons. Et je crois que c'est l'indépendance d'esprit, c'est la diversité d'opinions aussi qui prime. Je crois simplement que nous représentons notre pays, même si ces pays ne veulent pas de nous, mais nous sommes originaires de la RDC, donc nous les démérons. Et à chaque fois que les autorités d'ici nous voient, à travers nous, ils voient l'image du Congo. Alors, nous allons rencontrer les ministres ici. Il y a un bon nombre de ministres, il y a des directeurs de banque, il y a le directeur de Banque de France que vous venez d'ailleurs de nommer ici, enfin, la Banque de France. Hein. Un bon rapport, extraordinaire rapport. Il y a les organisations économiques en Afrique de l'Ouest, il y a la CEMAC, il y a la SADC, enfin, des responsables, ils sont tous là. Mais dites-moi, est-ce que le Congo, la RDC, devait rentrer dans la zone franc ou pas? Non, mais je crois que le Congo doit d'abord défendre les francs congolais et éviter ce qui se passe actuellement, la dollarisation à outrance du franc congolais. Ce n'est pas possible qu'on soit dans un pays où on a une monnaie nationale et on ne la privilégie pas, on privilégie l'argent étranger. C'est inadmissible, c'est inacceptable même, mais sauf que les autorités actuelles sont un peu complices de ce qui se passe. L'inflation est galopante avec les francs congolais. Ils ne savent pas soutenir cet argent parce que pour soutenir la monnaie, il faut produire. Oui. Or, le Congo ne produit pas. On a beaucoup plus de produits, des services. Avec le loyer de l'argent à la banque, c'est-à-dire garantir la monnaie avec de l'or. Nous pouvons garantir avec de l'or, avec du coltan. Or, notre coltan, on les laisse aller au Rwanda, hein, qui n'en produit même pas, mais qui gère notre coltan. Donc, nous avons beaucoup de ressources minières qu'on peut garantir par rapport à notre monnaie. Et notre monnaie a ce devoir d'être une monnaie de pointe, mais simplement, nous avons des acteurs politiques qui sont complètement embrigadés. Ce sont des proconsuls des États étrangers et c'est ce qui fait que nous vivons cette dollarisation à outrance et on ne dit rien. Et avec vous, Freddy, avec toi, je dis, oui. On pourra rester des heures et des heures. Et on est appelé pour assister à cette conférence. Vous savez, la conférence, elle est assez extraordinaire. Dites-moi, pour passer du coq à l'âne, votre livre, un peu, voilà. Parlez un peu de ces francs succès de la librairie. Oui, non, mais je voulais simplement t'informer que le jeudi dernier, c'est-à-dire le 26 septembre dernier, aux Nations Unies à Genève, il y a eu une conférence des presses pour présenter mes 10 ouvrages, les 10 questions et en toute liberté, à tous les journalistes accrédités aux Nations Unies. Donc, ils m'ont fait cet honneur-là de les présenter. Et donc, c'est la RDC aussi qui a été à l'honneur, parce que j'ai parlé du Congo, j'ai parlé du problème des droits de l'homme. Et les confrères journalistes étrangers, notamment japonais, chinois, sud-américains, étaient vraiment très intéressés de savoir ce qui se passe au Congo avec ces 12 millions de morts, pourquoi on n'en parle pas, y compris dans les instances des Nations Unies. Vraiment, ça a été une discussion assez fructueuse. Mais je pense que bon, les livres, c'est aussi comme un enfant. Dès qu'il naît, il faut les laisser avancer. Enfin, d'abord marcher à 4 pattes et puis devenir... Et prendre son envol. Prendre son envol. Et puis on ne maîtrise plus rien après. Oui, et Freddy, pour terminer, on va y aller. Freddy, vous êtes rentré dans l'histoire de la RDC. Par la grande porte d'ailleurs. Vous avez commencé avec vos radios communautaires dans les Bas-Congo, vous montez dans le Bas-Congo, vous avez fait le Mbandaka, vous avez fait le Mbashi, c'est là où il y a votre vos assises. C'est mon terroir. Voilà. Hein. Mais dites-moi,
c'est un honneur pour vos parents de vous voir encore là, parce qu'il y a Freddy Moulongo, Monsieur Moulongo sportif, il y a Monsieur Moulongo maintenant grand journaliste. Que pensez-vous de tout cela? Non, mais je pense que bon, les destins d'un homme, c'est entre les mains de Dieu. Moi, je ne me pose pas cette question tous les jours. Tout ce que j'ai dit, c'est que si je peux travailler librement, avec passion, par rapport à ces métiers qui est noble, que j'aime, je les fais toujours. Vous savez, lorsque je suis rentré au Congo, il y avait seulement 10 radios communautaires dans toute la République. Et lorsque je suis parti en 2007, il y avait plus de 270 radios implantées à travers toute la République. Je pense que les chiffres doivent être en augmentation. Mais on s'est battu, ce n'était pas facile. Mais il fallait montrer que c'est possible d'avoir une information alternative, une information citoyenne, une information qui est proche, enfin une information de proximité, qui permette à ce que les hommes et les femmes soient informés par rapport à ce qui se passe d'abord chez eux avant de savoir ce qui se passe ailleurs. Donc moi je crois que je n'ai pas vraiment les mérites, mais il fallait les faire parce que c'est cette diversité, ce pluralisme d'opinions et d'informations qui fait la richesse d'un pays. Mais bon, le Congo n'a pas voulu de moi, mais oui, c'est pas grave, la France m'a accueilli. Oui, le Congo n'a pas voulu de toi. Alors moi, je vais rebondir sur ça pour terminer, pour partir dans la salle de conférence. Je vais te suivre d'abord avec ma caméra. Dites-moi, le Congo n'a pas voulu de toi. Heureusement qu'il y a eu la MONUSCO d'ailleurs. Hein. Oui, heureusement il y a eu la MONUSCO pour me faire sortir du Congo, sinon bon, je serais un homme déjà mort, hein, mais Dieu est bon. Alors la MONUSCO, là, ben on jette souvent la pierre sur la MONUSCO par rapport à ce qui se passe dans l'Est. Il y a la complicité et là vous dites que voilà, il y a la MONUSCO. Non, mais moi je suis très reconnaissant. S'il n'y avait pas c'était à l'époque la MONUC. S'il n'y avait pas la MONUC, peut-être je ne sortais pas du Congo parce que j'avais un passeport avec de visa, mais je ne pouvais pas sortir de l'aéroport d'Ndjili. Donc c'est eux qui m'ont pris, qui m'ont fait sortir du Congo. C'est bon. Et alors, maintenant, vous parlez dans l'oreille du Premier ministre. Bravo Freddy. Oh. Non, mais je crois que tout est grâce, hein. Tout est grâce et c'est aussi, je crois que c'est un effort aussi de tout ce qu'on a fait ensemble avec James, avec vous, Roger Bongos, Afrique Rédaction, avec tous les autres Africains. On essaye d'avoir toujours un regard vraiment double, hein. Nous avons un regard de nos pays d'origine et nous avons aussi un regard par rapport à la France dans laquelle nous vivons. Donc, je crois que c'est nous tous qui sommes très récompensés par rapport au travail qui a été fait. Et toi, je ne dirais pas tout ce que tu fais. Tu es ici, tu es en Belgique, tu es à New York. Je viens de New York. Voilà. New York. Donc, tout le monde bouge et je pense qu'on s'est bonifié. Peut-être que les difficultés, les bâtons qu'on nous a mis dans les roues et tout ça, ont permis à ce qu'on se bonifie et qu'on attise d'autres stratégies pour continuer à faire ces bons métiers. Toile de fond, que nous avons discuté de l'approfondissement de l'intégration régionale. Je rappelle que la Fondation pour les études et recherches au développement international, la FERTI, estime qu'une intégration accrue des pays africains de la zone franc permettrait de réaliser un potentiel de croissance de 2% par an et par habitant, qui est donc plus que significatif, très important. La France, qui est de son côté engagée dans la construction du projet d'intégration européenne que représente l'Union et la zone euro, a sur ce point des enseignements à partager. J'ai souligné à cet égard que l'intégration régionale doit être un processus équilibré, complet, qui inclut la convergence des situations budgétaires, mais qui ne se réduit pas à cela. Une union monétaire, pour fonctionner de manière optimale, doit prendre également en compte la dimension fiscale, la dimension juridique, s'attacher à la convergence réelle des économies et faire rimer partage des risques et approfondissement des solidarités. Nous avons également évoqué dans nos travaux aujourd'hui deux autres thèmes. D'abord le thème des procédures d'achat public, ou en d'autres termes de l'efficacité des dépenses publiques. Et la France a annoncé à cette occasion le lancement d'une initiative
pour la promotion des partenariats publics-privés dans les pays de la zone franc qu'elle portera aux côtés de la Banque mondiale. Et nous avons bien sûr évoqué, comme à l'accoutumée, la convergence économique réelle entre États membres de la zone franc pour souligner, et j'y reviens, que l'intégration régionale jouerait dans cette optique un rôle essentiel. Surtout, c'était le premier élément de contexte, notre réunion d'aujourd'hui intervient à 2 mois du grand sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Ce sommet aura lieu les 6 et 7 décembre prochains, en présence de nombreux chefs d'État africains, et il a été conçu justement pour marquer cette relation renouvelée avec l'Afrique. Il comprendra un important volet économique avec une table ronde sur ce sujet le 6 décembre, en présence des chefs d'État membres, et j'ai donc souhaité que nos travaux d'aujourd'hui contribuent à alimenter ce grand sommet. L'enjeu, c'est de définir précisément un agenda économique commun qui soit mutuellement bénéfique. J'ai demandé, dans cette optique, à mes équipes d'organiser ici même, le 4 décembre, un forum économique en amont de ce sommet. Ce forum regroupera des chefs d'entreprise français et africains, probablement au nombre de 400, c'est une entreprise importante, et permettra de dynamiser l'intérêt réciproque des milieux d'affaires de nos pays. J'ai bien sûr invité les ministres de la zone franc et le président à se joindre à nous à cette occasion. Les travaux économiques du sommet de décembre et ceux qui le précéderont se nourriront, j'en suis sûr, de la mission pilotée par Hubert Védrine que je mentionnais il y a quelques minutes. Ils se nourriront également des propositions, des recommandations faites aujourd'hui dans le cadre de notre réunion pour être reprises et valorisées à cette occasion. Je note d'ailleurs que les échanges ont été fructueux dans les 2 sens, que les travaux de la mission, en tout cas ces grandes lignes, ont été appréciés, et que les remarques en retour permettront de corriger ou de réorienter ou de compléter les intuitions de la mission. Sans être exhaustif, je vais évoquer pour terminer quelques contours de cet agenda économique commun des travaux de décembre. D'abord, j'évoquais plutôt l'impérieuse nécessité de l'intégration africaine régionale. À côté de cette intégration, je dirais sud-sud, la France est également bien placée pour promouvoir une intégration nord-sud, pour favoriser l'installation de l'Afrique dans la chaîne de valeur mondiale, en s'appuyant sur la transformation de ces ressources naturelles de l'Afrique, notamment dans l'agro-industrie. Il est à l'évidence un sujet de travail commun à promouvoir. Cet agenda économique commun implique également d'anticiper les profondes évolutions de nos flux commerciaux à moyen terme, en nous positionnant sur des champs précis qui correspondent à la future demande de cette classe moyenne africaine dont je saluais l'émergence à venir. Je pense à l'innovation, je pense aux villes durables, par exemple. Cet agenda économique commun implique également d'identifier des instruments nouveaux pour le financement de la croissance. Ça a été pour beaucoup l'objet de nos échanges de midi. Nous avons accueilli la semaine dernière à Bercy la réunion de reconstitution du Fonds africain de développement, le FAD, de la Banque africaine de développement. Nous y avons annoncé le maintien de notre contribution à hauteur de 550 millions de dollars, environ sur 3 ans, ce qui fait de nous le 4e contributeur. Mais le secteur privé jouera pleinement son rôle pour les prochaines décennies, notamment afin de mobiliser l'épargne internationale en direction de l'Afrique, les contrats de PPP ou les financements croisés qui sont insuffisamment développés aujourd'hui, comme les travaux l'ont montré, sont également des pistes à creuser. Bref, le message est le suivant, c'est que la France accompagne toujours financièrement le développement de l'Afrique, tente de tenir là toute sa place. Au final, je dirais que l'agenda économique reste encore, et c'est logique, à définir, il ne peut pas être imposé, il doit être élaboré ensemble avec nos partenaires africains. Ce sera l'objet d'une partie des discussions du sommet de l'Élysée en décembre. Ce sera aussi l'objet des travaux que nous préparons en amont. Il ne tient qu'à nous, cependant, de voir enfin l'Afrique telle qu'elle est, un pôle de croissance au bénéfice des Africains et de leurs partenaires, dans une démarche, je le répète, mutuellement constructive et bénéfique, pour peu évidemment que ces partenaires, je pense à nous, en l'occurrence la France, sachent anticiper
et accompagner les évolutions considérables et positives que connaît l'Afrique. Voilà, je vous remercie. Oui. Frédéric Molongo, pour Réveil des femmes internationales. Monsieur le ministre, ma première question est pourquoi maintenant la France prend en compte cette réalité problématique aussi de francs CFA? Parce qu'il y a une dizaine d'années, la France a évalué les francs CFA sans que les pays africains soient intéressés. Et ma seconde question, est-ce que la rencontre de décembre, c'est vrai, vous comptez parler des finances, est-ce que les droits de l'homme seront aussi tenus en compte? Parce que les pays de francs CFA aussi, je crois ont des problèmes énormes sur cet aspect qui est important aussi pour le développement de l'Afrique. D'abord, ce n'était pas la France qui a développé le franc CFA à l'époque, c'était une décision commune. Mais sans aucun doute, il y a une approche nouvelle qui s'exprime notamment depuis un an et qui repose sur cette vision positive d'une Afrique qui est aujourd'hui un pôle de croissance, qui est une opportunité, convoitée et qui est un partenaire à part entière avec les perspectives qu'offre l'émergence de cette classe moyenne africaine que j'évoquais. Et ça se manifeste à travers notre volonté, non seulement de rénover, mais de refonder la relation franco-africaine. C'est aussi la raison pour laquelle le sommet de l'Élysée de décembre ne sera pas un sommet comme les autres, ni dans sa forme, ni dans son agenda. Pour le reste, il y aura une partie économique que je viens d'évoquer ici, comprenant notamment la question du financement, dont on a pu voir tout à fait centrale pour le développement et pour l'émergence de ces potentialités formidables que je propose. Mais évidemment, c'est un sommet de nature politique. Moi, je suis ministre de l'économie et des finances, je me concentre sur ces sujets-là. Mais vous savez que le libellé de ce sommet, c'est la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, ça passe par le développement économique, mais c'est tout de même des notions à la fois liées à des valeurs et une conception politique qui sont évidemment totalement présentes, et même centrales dans la démarche du président. Oui. Merci. Frédéric Lejeune de la Lettre du Continent. Alors je suis désolé, monsieur le ministre, ma question concerne un pays qui n'est pas un pôle de croissance, c'est la Centrafrique. J'aimerais savoir si la situation économique de ce pays a été abordée ce matin et en quels termes. Est-ce que au niveau de la CEMAC, au niveau de la Banque des États d'Afrique centrale, il y a un programme d'urgence qui est prévu pour soutenir l'économie de ce pays, ce qu'il en reste? Et du côté français, est-ce qu'on peut envisager, monsieur le ministre, une enveloppe budgétaire pour appuyer les finances de cet État en crise? Merci. Nous l'avons abordé, mais peut-être un peu plus rapidement, car pour des raisons que je comprends, le ministre n'était pas présent, mais c'est repris dans le communiqué. Nous avons exprimé notre grande préoccupation sur l'évolution de la situation économique, sociale, humanitaire, sécuritaire de la Centrafricaine, saluer l'implication de l'Union africaine, de la communauté économique des États d'Afrique centrale, de la CEMAC, pour définir un cadre pour une transition politique et mettre en place une mission internationale de soutien à la Centrafrique. Par ailleurs, nous avons appelé collectivement à une plus forte mobilisation de la communauté internationale et des bailleurs multilatéraux. Pourquoi faire? Au premier chef, pour aider les autorités de transition à rétablir l'ordre public et la sécurité des habitants. Vous savez que c'est un des sujets sur lesquels le président de la République s'est exprimé avec force lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Évidemment, nous nous inscrivons dans ces propos. Je m'inscris. Pas de soutien budgétaire d'urgence à l'État centrafricain de la part de la secrétaire. Je voudrais compléter la réponse du ministre concernant l'appui budgétaire à la RCA, puisque les chefs d'État de la CEMAC ont décidé au mois de juin dernier d'allouer une enveloppe de 25 milliards à la RCA, donc 20 milliards pour renforcer les forces de sécurité.
5 milliards et les 20 milliards à la disposition de la CIAC qui gère les fonds de sécurité en essai. Oui, bonjour Monsieur Frédéric Gara pour Radio France Internationale. J'avais 3 questions. Une concernant ce qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir le communiqué que vous avez diffusé sur le développement qui passe en particulier par un renforcement des zones d'échange économiques, humaines et financières. Je m'adresse plutôt aux valeurs des banques centrales. Dans une mois, ça fait des années que les accords sont conclus pour laisser les biens et les personnes circuler librement à travers les frontières. Or, chacun sait dans cette salle que ces accords ne sont jamais appliqués par les agents des douanes ou les représentants des postes de police aux frontières. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en la matière pour définitivement appliquer les règles qui ont été édictées et validées par vos gouvernements respectifs? Concernant non pas la zone franc, mais la zone franc congolais, je voudrais savoir, M. Moscovici, ce que vous pensez de ce qui se passe en RDC. Il y a eu un rapport rendu par le commissaire à la coopération PIVAX concernant la RDC qui souligne que depuis environ 5 ans, 1,5 milliard d'euros ont été consacrés à l'aide au développement en RDC sans jamais que cela ait un effet sur le terrain. Ça fait beaucoup parler à Kinshasa en ce moment. J'aimerais que vous donniez votre opinion sur la question au titre de l'aide multilatérale. Une question qui sort complètement de la zone franc, qui concerne plutôt le dollar américain et les choses d'hommes. Monsieur Draghi a expliqué hier, je crois, dans un entretien que si la crise américaine devait se prolonger, il y avait un risque pour le reste du monde. Est-ce que ce risque, vous l'estimez à quelques jours, quelques semaines? À partir de quel moment on doit se soucier de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis? En zone UEMOA, par exemple, et vous laissez valable aussi, je pense, en zone CEMAC, les décrets décidés par les gouvernements sur la libre circulation des biens et des personnes, pour le bien et le développement économique de ces régions. D'accord. Ça s'applique. Peut-être pas dans tous les aspects, mais la liberté de circulation des biens et des personnes s'applique dans la zone. Il y a la réglementation qui a été faite et progressivement, je crois que ça s'applique dans plusieurs. C'est ce que je crois savoir en tout état de cause. Mais le président de la commission de l'UEMOA, qui est le maître d'œuvre de ces accords, peut peut-être en dire quelques mots tout à l'heure si vous voulez poser la question. Merci. Bon, la question que vous posez sur le Congo est de nature éminemment politique. Je ne veux pas aborder ce matin. Puis la RDC n'est pas membre de la zone franc, donc ce n'est pas dans l'objet de discussion. J'ajoute que votre troisième question n'est pas non plus de ce ressort. Et je ne voudrais pas que ce qui ressort de ce point de presse soit uniquement une question qui ne concerne pas son objet. C'est à l'opinion. Mais là, je suis une conférence de presse sur la zone franc. L'aide multilatérale européenne, la France est partie. Ah, bien sûr. Bon, autre question. Non, je pense que c'est aussi quelque chose qui est, encore une fois, du ressort du politique. Je suis là, dans une conférence de presse sur la zone franc. Oui, autre question. Michel Lachkar, ITV. Face aux énormes besoins d'infrastructures Bonjour, Joël Soko pour Jeune Afrique. La question que j'ai concerne la zone UEMOA et la zone. C'est ma question. Concernant les critères de convergence, d'après le document qu'on a reçu dans la zone UEMOA, il y a un seul pays qui respecte les 4 critères de convergence. Dans la zone CEMAC, il y en a moins. Pardon, il y en a à peu près autant. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer ces critères de convergence puisque apparemment les pays de la zone n'arrivent pas à les respecter? La deuxième question concerne l'interchangeabilité des francs CFA à travers les zones. Le projet d'interchangeabilité avait été évoqué. Quel est son état actuel? Oui, je crois que pour la zone CEMAC, il faut savoir que les critères de convergence, les choses évoluent dans le temps. Certains pays peuvent ne pas respecter certains critères aujourd'hui. Dans 2 mois ou 3 mois, il faut les respecter. Ceci étant, nous appelons de nouveau, nous exhortons les États, effectivement, à tout mettre en œuvre pour respecter les 4 critères.
Mais qu'à cela ne tienne, votre réflexion me paraît opportune. Effectivement, il faut se poser des questions. Aujourd'hui, nous avons parlé de producteurs d'endettement. Est-ce qu'il faut le maintenir à 70% du PIB? C'est une réflexion. Il faut voir les choses dans une optique dynamique. Il ne s'agit pas de remplacer les critères actuels, mais de réfléchir à une meilleure façon de les suivre et de voir s'il faille les adapter au temps. Pour ce qui concerne l'échange de billets avec l'Afrique de l'Ouest, effectivement, nous travaillons pour que cela se fasse dans les meilleures conditions, mais cela suppose que nous devons mettre en œuvre d'abord développer l'interconnexion de nos systèmes de paiement et éviter tout ce qui pourrait nous amener à la promotion du blanchiment d'argent, de capitaux ou le financement du terrorisme. C'est pour cela que nous bannissons que l'on revienne au système où il y avait le transport des mallettes. Donc nous travaillons sur cette question et dans les meilleurs délais, cet échange pourrait avoir lieu. Dernière question. Est-ce qu'au moins une date? On avait parlé de janvier 2013, on s'était repoussé en 2013, 2014, 2015. Je suis en train de vous dire que nous travaillons pour qu'il y ait interconnexion de nos systèmes de paiement. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit d'entrer dans le modernisme. Et donc, il faut avoir les instruments de paiement modernes. Il ne s'agit pas de transporter le billet. Alors, cela ne se décrète pas en un jour. Il faut que les conditions soient réunies, mais la volonté est là. Et j'ai dit que dans le meilleur délai, cet échange pourrait avoir lieu. François Katendi, magazine Enjeux africains. Monsieur le ministre, la présence française en Afrique passait notamment par les banques qui étaient présentes dans de nombreux pays dans les années 70-80. Or, on constate sur le terrain qu'il y a un repli, un désengagement des banques françaises. Vous parlez de l'émergence d'une classe moyenne dans les années à venir. Alors, allez-vous inciter les banques françaises à aller saisir des opportunités dans les pays africains? Je vous remercie. Enfin, je ne poserai pas la question comme ça. Je disais tout à l'heure, l'Afrique est un continent en croissance. L'Afrique est une chance pour le monde. Et du coup aussi, l'Afrique est un continent convoité. Nous sommes confrontés sur ce territoire à des concurrences qui sont des concurrences nouvelles. La France ne se retire pas. Je pense au contraire que la France veut et peut et doit profondément renouveler sa relation avec l'Afrique. C'est toute la démarche dans laquelle nous sommes lancés. C'est le sens des travaux de la Zone France. C'est le sens de la mission que j'ai demandé au groupe Védrine. C'est aussi le sens de la partie économique du sommet Afrique-France. Et ma réflexion là n'est pas loin de votre question, parce qu'en réalité, votre question est un point d'application particulier. Non, les banques françaises ne se retirent pas. Et, les partenaires bancaires historiques français sont toujours présents en Afrique. Mais il y a d'autres partenaires qui entrent sur ces marchés, ce qui, en soi, n'est pas malsain. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas craindre la concurrence des autres. J'ai eu l'occasion de me rendre en Côte d'Ivoire et dire que la France n'avait rien à redouter de personne. À l'époque, je parlais de la Chine. Non, c'est pas craindre la concurrence, c'est être soi-même plus adapté aux nouvelles demandes, c'est être plus performant dans l'offre de produits de toute nature que nous pouvons apporter, qu'ils soient industriels, agro-industriels, ou d'ailleurs de produits financiers. Le fait qu'il y ait un intérêt de nouveaux groupes bancaires pour l'Afrique, par exemple marocains ou libanais, ne signifie pas, encore une fois, que nos groupes se retirent. Il y a d'ailleurs aussi l'émergence de groupes bancaires africains, soit autochtones, soit étrangers, je pense aux groupes sud-africains. C'est une nouvelle donne. Je considérerais comme préoccupant que la France se retire. Je trouve normal qu'elle soit concurrencée, mais quand on est concurrencé, il doit être d'autant meilleur. C'est cet appel à l'adaptation de ce que nous pouvons offrir, la nouvelle donne africaine que j'appelle de mes voeux. Et c'est là-dessus que nous voulons travailler avec nos partenaires africains, tous nos partenaires africains, mais évidemment qu'on soit au premier chef nos partenaires de la zone. Merci.
En 2014, à Malabo, le 4 avril. Freddy, voilà, vous avez intervenu, vous étiez le premier à intervenir d'ailleurs, toujours la RDC, et dans la salle, il y a eu encore une question sur la RDC. Et on voit à travers cette conférence de presse que la RDC c'était un grand pays. Oui, la RDC est absente tout en étant présente. Elle est absente parce qu'elle ne fait pas partie de la zone de France CFA, mais elle a été présente parce que son poids existe, elle est réelle, etc. etc. Et ce qui se passe au niveau de l'Afrique, on ne peut pas tenir compte de la RDC. Moi, je suis vraiment un peu resté à ma faim, parce que je pense que c'est bien beau qu'on renfloue de l'argent dans tous ces pays de la zone franc, mais je reste sur ma faim en me disant, certes, nos pays ont besoin d'argent, mais s'il n'y a pas une bonne gouvernance, s'il n'y a pas un respect, il n'y a pas la démocratie, s'il n'y a pas le respect des droits humains, je pense que l'argent sera mis dans les trous. Il faut que la France essaye de voir avec ses partenaires africains comment est-ce que ce pays africain peuvent aussi avoir vraiment une volonté, un volet même du respect des droits humains, qui est cette conditionnalité et que cela puisse être pris en compte pour que nos pays puissent se développer. Mais je voulais aussi dire une chose, peut-être qu'on ne l'a pas dit dans la salle, mais il y a un problème aussi énorme. Quand tu as les francs CFA, c'est pas du Tchad, et que tu veux aller au Cameroun, parfois tu as du mal à le faire changer. Ou tu veux aller en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les mêmes francs CFA. C'est-à-dire qu'il y a la zone CEMAC qui n'a rien à voir avec... voilà. Donc il faut que tout cela soit vraiment bien étudié, bien encadré pour arriver à avoir des solutions. Parce que qui est le bénéficiaire de toutes ces remarques qu'on fait? C'est le peuple africain. Il faut qu'ils se sentent libres, il faut qu'ils se sentent libres de jouir de ces moyens dans chaque État de cette zone-là. Donc, on ne se bat pas pour nous, on se bat pour ceux qui sont là-bas, mais qu'ils puissent véritablement jouir de leur argent librement dans les pays africains auxquels ils voyagent, dans lesquels ils travaillent. Merci. Mesdames, Messieurs, voilà, nous venons de terminer cette conférence de presse organisée bien sûr par le ministère de Finances. J'étais en très bonne compagnie avec Freddy Mulongo International, qu'on ne présente plus. Et voilà, M. Mosco celui-ci a donné un élan par rapport à cette zone franc. Et cette zone, bien sûr, va être une forme de locomotive pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique tout entière. Voilà, donc ils sont en train de mettre en place le mécanisme, et ces mécanismes vont permettre à la nouvelle société émergente africaine de se retrouver dans le concert des nations. Vous savez, le monde vit une crise internationale. Et pour sortir de ces crises, la France a trouvé son partenaire. Le partenaire, c'est bien entendu l'Afrique. Alors, la France s'organise autour de cette Afrique qui est émergente, qui a des valeurs, qui a des matières grises. C'est à travers cela que la France sera ramenée vers le haut. Voilà le partenariat qui a été organisé aujourd'hui à Bercy, bien entendu dans le grand paquebot, le terme qui est utilisé souvent par les économistes. Effectivement, quand on rentre ici dans Bercy, on se rend compte que ici c'est une grosse machine à gaz qui nous donne la matière pour toute l'Afrique et aussi la France. Voilà, je tenais à rendre hommage à mon confrère Freddy Mulongo qui va venir une minute nous dire un mot concernant bien sûr cette conférence de presse. Freddy, alors un mot de la fin par rapport à cette conférence de presse. Nous sommes très très contents d'avoir participé à cette conférence de presse. D'avoir pu, à travers notre présence, représenter la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, tout en étant absente,
a été quand même à l'honneur. Même le ministre en a parlé. Il y a des confrères qui ont parlé quand même de la République démocratique. Alors c'est dit, c'est un pays qui repousse, mais en même temps qui attire. On ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent au niveau de la République démocratique, mais c'est un pays qui existe, qui est présent, y compris dans les institutions internationales. Alors on a évoqué bien entendu le rapport de la Commission européenne sur la malversation en RDC, sur les 1,5 milliard volatilisé. Là, le ministre n'a pas pu répondre à cela. Le ministre n'a pas voulu répondre à cela parce que Pierre Moscovici a estimé que c'est une question politique et qu'il n'a pas à y répondre. Mais on sait bien que la République démocratique du Congo, c'est un géant pied d'argile et que le gouvernement qui est en place, vraiment, se compromet dans plusieurs choses. Elle reçoit l'argent, elle ne veut pas justifier comment est-ce qu'elle a utilisé cet argent. C'est quand même un problème. Très bien, alors on se rend compte que par rapport à cet effort fourni pour donner un élan en RDC, mais on dit bien que le pays va très très mal. Le gouvernement qui nous gère, qui nous dirige par défi. Par imposture aussi, par usurpation. Et deviennent de vrais votre content. Ah oui, oui, il n'y a que des positionnistes, des perdémistes qui nous gouvernent, qui ne pensent qu'à leur ventre. Et le Congo sombre. Et là, à Bercy, on a encore relevé ces problèmes de la RDC, qui patauge encore, qui ne sait pas avoir un bon rapport avec ses partenaires. Et lorsqu'elle est financée, la RDC ne fait aucun rapport. Alors, que pensez-vous de la dernière conférence de presse de vos sénateurs Lambert Mende qui disait que c'était des ONG qui étaient chargées de redistribuer cet argent-là et de gérer cet argent-là? Que pensez-vous de tout cela? Mais est-ce qu'on peut encore faire confiance à Lambert Mende? Je crois que c'est un sénateur national. Il est là pour jouer au fou du roi. On sait que ses réponses sont souvent alambiquées et que Lambert Mende ne fait que narguer la population congolaise. Il est négationniste, il est révisionniste, il ne croit même pas qu'il y a viol des femmes. Alors cet homme-là qui soi-disant est le porte-parole d'un gouvernement d'usurpation et même d'occupation, est-ce qu'on peut encore tenir compte de ses propos? Non, moi je l'écoute, je les regarde, mais bon, il me fait souvent sourire. C'est les fous du roi. Les fous du roi, on terminera avec ça. Donc c'est un pays de fous. Merci à vous, à très bientôt.